Actuellement, Jean-Malik Azbo, il est député bruxellois. Je suis chef de groupe au Parlement francophone bruxellois, donc à la COCOF. Et je suis également conseiller communal à Molenbeek. Et donc, j'ai une autre vie où j'ai été échevin à Molenbeek pendant 12 ans. Voilà, mais aujourd'hui, je suis engagé sur beaucoup de thématiques, et notamment le danger de l'ubérisation pour la société et la défense du secteur taxi qui souffre de la concurrence illégale et déloyale depuis 7 ans. Ben, nous estimons d'abord que dans notre esprit, il est hors de question d'opposer les travailleurs entre eux. Que ce soit les taxis ou les LVC, ils ont chacun le droit, évidemment, de travailler dans les règles qui sont établies, dans les réglementations, en respectant les lois. Il se fait que ça fait plus de 7 ans que les taxis subissent une concurrence illégale et déloyale. Je la dénonce d'ailleurs depuis déjà 2014-2015. Je pense qu'il y avait même mon collègue Hassan Kouyunchou qui était avec moi en commission déjà en 2014 et 2015 quand j'alertais du danger de l'ubérisation. Donc pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Donc j'ai toujours voulu un vrai plan taxi. Vous l'avez vu venir tôt, vous, hein, depuis 2014. Je l'ai vu venir parce que d'abord les taxis nous ont alertés parce que c'est un des premiers secteurs économiques qui a été attaqué par le danger de l'ubérisation. Et qu'est-ce que c'est l'ubérisation? Mais en fait, ce sont ces multinationales, sans foi ni loi, qui viennent finalement en Belgique, dans les pays européens, et qui en fait essayent d'exercer une profession ou de faire exercer une profession par d'autres sans respecter les mêmes règles. Et donc, ils sont dans une dérégulation totale. Ils ne respectent pas les mêmes règles que le taxi, ça ne va pas. Et ils ne respectent aucune législation, ni sociale, ni fiscale, ni le droit du travail. Et ça, c'est quelque chose qui est inacceptable dans une démocratie et inacceptable pour un socialiste comme moi. Et donc, encore une fois, je pense que les taxis ont été victimes de libéralisation. Je pense que les chauffeurs LVC qui pratiquent du taxi sont également victimes de ce système de libéralisation. Donc, moi, je ne veux pas tomber dans le piège d'opposer les travailleurs entre eux. Mais force est de constater que ce que je dis est confirmé par la justice, puisqu'on a maintenant, il y a une semaine, une décision de justice, une deuxième décision de justice qui confirme l'illégalité de la pratique d'Uber ici à Bruxelles. Et la justice, elle va même jusqu'à parler de montage frauduleux, puisqu'il contourne la loi. Donc, ce sont des mots forts, et ce sont des mots qui viennent de la justice, montage frauduleux. Alors, est-ce qu'en démocratie, on peut accepter qu'une multinationale vienne dicter sa loi, une multinationale sans foi ni loi, qui méprise les droits du travailleur finalement? Moi, je pense que non. Je pense qu'on ne peut pas être soumis au dictat des multinationales, à n'importe quel dictat d'ailleurs. Et donc moi, ce que je souhaite maintenant, je souhaite avoir une belle réforme pour le transport rémunéré de personnes et qui va laisser de la place à la fois pour les taxis, à la fois pour ceux qui veulent faire du travail de limousine, mais dans les règles. Donc si vous voulez pratiquer le même métier, il faut respecter les mêmes règles. C'est comme ça que ça fonctionne en Belgique. Il peut y avoir de la concurrence. Moi, je ne suis pas contre la concurrence, mais elle doit être loyale, légale, elle doit respecter la réglementation, tout simplement. Bah, c'est évidemment que c'est un problème. Moi, je reste un socialiste, donc moi, je reste aux côtés des travailleurs. Même ceux qui ont travaillé dans un système qui est illégal, les premiers responsables, ce n'est pas eux. Les premiers responsables, c'est la multinationale Uber. Uber qui, partout dans le monde, est condamnée. Donc, pas seulement à Bruxelles, pas seulement en Belgique. Et ici, ils utilisent un peu les travailleurs pour faire du chantage sur le monde politique. Moi, je refuse de céder au chantage de cette multinationale. Mais en ce qui me concerne, moi, je veux qu'on réglemente les applications, quelles qu'elles soient, quelle que soit la plateforme, elle doit être réglementée, elle doit respecter des règles. Et en ce qui concerne les travailleurs qui restent sur le carreau, je suis favorable à ce qu'on essaie de trouver des solutions pour ces travailleurs pour qu'ils ne restent pas sur le carreau. Mais encore une fois, quand Uber a décidé de désactiver son application le vendredi dernier à 18h, l'Uber n'était pas obligé de le faire par la justice. Le jugement n'avait pas encore été notifié. Et donc, ils l'ont fait parce qu'ils ont voulu instrumentaliser les travailleurs en leur demandant d'aller dans la rue et de manifester et de mettre la pression sur le monde politique. Mais en désactivant, ils ont démontré que c'est un employeur qui ne respecte pas les réglementations. Parce que si les travailleurs étaient des vrais indépendants, eh bien, en principe, en Belgique, quand vous êtes un indépendant, il ne peut pas y avoir de lien de subordination entre vous et quelqu'un d'autre. À partir du moment où ils sont déconnectés, ils n'ont plus de travail, il y a un lien de subordination. Donc, ils sont dans un statut de faux indépendant. Et d'ailleurs, les tribunaux belges sont en train d'examiner d'autres plaintes, notamment des coursiers des libéraux, où on va requalifier en tout cas la relation au travail. Et je pense qu'à Londres également, Uber vient d'être condamné parce qu'on exige d'Uber qu'il requalifie la relation qu'ils ont au travail par une relation de salarié. Alors, pour les indépendants, j'ai expliqué la situation. Mais alors, les autres travailleurs, s'ils avaient été des salariés, comme je le défends,
s'ils avaient été des salariés, les salariés ont des droits. Donc, quand une entreprise ferme son activité ou arrête son activité de manière unilatérale, eh bien, les salariés sont protégés. Ils ont droit à un plan social, ils ont droit à un préavis, ils ont droit à des allocations de chômage si ça doit arriver jusqu'à là, et ils ont droit à un plan de reclassement. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les revendications du PS, je demande qu'on mette en... J'ai demandé déjà il y a quelques semaines qu'on mette en place une cellule d'accompagnement qui va regrouper Actiris, Bruxelles Formation, Bruxelles Mobilité, pour aider ces gens qui sont aussi victimes de l'ubérisation. Et là-dedans, aujourd'hui, il existe des solutions, et j'aimerais bien que le ministre de l'Emploi au niveau régional se saisisse de l'opportunité. Quand il y a une usine qui ferme quelque part, on se mobilise. Quand il y a des possibilités d'emploi, moi j'entends dans le secteur taxi, il y a près de 600 emplois salariés, des contrats CDI qui sont disponibles. Ben, je pense qu'il faut tout mettre en œuvre pour les offrir aux gens qui le souhaitent, évidemment, à ceux qui le souhaitent. Là-dedans, il y a des indépendants. Il existe aussi des solutions pour ceux qui veulent rester indépendants. Mais actuellement, dans le système d'Uber, il y a une infraction manifeste qui a été confirmée par la justice. En Belgique, vous avez deux façons de travailler. Ou vous êtes salarié, avec un contrat qui vous protège. Quand vous êtes malade, eh bien, vous êtes payé, vous avez droit à des congés payés. Si on vous licencie, on ne peut pas vous licencier n'importe comment, vous avez droit à un préavis, et ainsi, vous avez le droit aux allocations de chômage si vous êtes licencié. Ou bien vous êtes un indépendant, mais alors vous êtes vraiment indépendant, vous êtes votre propre patron. Il n'y a pas de statut intermédiaire, il n'y a pas de statut entre les deux en Belgique. Et aujourd'hui, ce que veut imposer Uber, c'est ça. Et il y a quelques jours, je pense qu'un des patrons d'Uber a expliqué qu'il considérait que le salariat, c'était ringard. Eh bien, moi, pour un socialiste, je trouve que le salariat, ce n'est pas ringard. Il y a des gens qui, en Belgique, en Europe, se sont battus pour obtenir des droits pour les salariés, pour obtenir des droits pour les travailleurs, justement pour qu'ils soient protégés quand ils travaillent et quand ils ne travaillent pas. Et aujourd'hui, on ne va pas se laisser impressionner par des multinationales sans foi ni loi. Et encore une fois, je le dis et je le répète, parce que parfois, ce n'est pas clair. Moi, je fais une grande différence entre les multinationales et le danger de l'ubérisation et des travailleurs qui sont exploités. Vous savez, les coursiers des libéraux, d'ailleurs, qui soutiennent l'action des taxis, ils vivent le même problème. Ils dépendent d'applications, ils n'ont aucun statut, ni de statut de salarié, ni contrat d'indépendant. Ce sont des faux indépendants. À tout moment, on peut les désactiver. Donc, dans ce modèle que Uber nous prépare, il n'y a même plus de licenciement. On désactive les gens. Dès que les gens ont des mauvaises notes, des mauvaises cotes, on désactive les gens. Il n'y a plus de licenciement. Est-ce que c'est ça qu'on veut? C'est ça le progrès? Est-ce que demain, on veut l'ubérisation des soins de santé? Ça commence déjà. Est-ce qu'on veut l'ubérisation dans la sécurité, dans le service de police? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a un grand danger derrière ces multinationales. Il faut oser s'y opposer. Il faut oser expliquer aux citoyens aussi que sous couvert de soi-disant modernisation, en réalité, on transforme les travailleurs en esclaves du 21e siècle. Avec un travail qui est payé à la tâche. Vous avez vu les coursiers des libéraux, ben, parfois, quand vous voyez les gens qui livrent à vélo des repas, ben, il y a parfois des coursiers qui roulent avec des plâtres. Ils ont souvent un plâtre au bras, à la jambe. Ben, c'est tous des gens qui, en fait, ne sont pas protégés. S'ils étaient travailleurs avec un contrat de travail, eh bien, en cas d'accident, ils ne seraient pas obligés d'aller travailler. Il y a quand même une sécurité sociale et une sécurité qui fait qu'en Belgique, le travailleur, quand il a un accident, eh bien, il est couvert par l'assurance maladie invalidité, continue à être payé, il n'est pas obligé d'aller travailler par tout temps, quand il pleut, quand il neige, avec un plâtre. C'est quand même inadmissible. Est-ce que c'est cette société-là qu'on veut? Moi, je ne veux pas de cette société-là. Moi, il est hors de question qu'on accepte d'avoir nos politiques dictées par des multinationales, encore une fois, sans foi ni loi. Oui, mais donc, voilà, merci de confirmer qu'Uber ne respecte pas ses obligations fiscales et sociales et il se décharge sur les travailleurs qu'il considère comme indépendants. Il n'est pas normal que c'est eux qui doivent prendre en charge tous ces frais liés à la fiscalité, à la TVA, à l'ONSS. Donc ça prouve qu'ils sont dans un système où ce ne sont pas des vrais indépendants. Moi, ce que je veux, c'est que ces gens-là, demain, s'ils veulent faire du taxi ou de la limousine, qu'ils puissent le faire dans un cadre qui est réglementaire et qui est sécurisé. Ils ont le choix d'être ou des salariés ou des indépendants, mais pas être soumis au diktat d'une multinationale. Moi, je connais beaucoup de travailleurs de limousine qui me disent que nous, on n'en a que faire de Uber. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir travailler dans de bonnes conditions, dans un cadre qui est sécurisé. Mais encore une fois, moi, en tant que socialiste, je ne peux pas accepter cette ubérisation de la société. Je veux dire, si on accepte ça, c'est la dérégulation totale de notre système de sécurité sociale, de nos droits, de nos acquis sociaux. Et vous savez, quand vous avez des gens qui travaillent, ça aussi je vais le rappeler peut-être, quand vous avez des gens qui travaillent dans les règles, salariés ou indépendants, ils cotisent à ce qu'on appelle la sécurité sociale.
il finance la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle intervient pour soigner les gens. Elle intervient dans les soins de santé. Elle aide les gens qui sont les plus faibles. Eh bien, à cause de ces systèmes-là, on va mettre en place des travailleurs esclaves du XXIe siècle où il n'y aura plus de cotisation à la sécurité sociale. Et donc, on va affaiblir, c'est aussi une attaque contre notre sécurité sociale, contre nos soins de santé et contre notre solidarité qui fait que celui qui travaille, il cotise pour celui qui ne travaille pas, le jeune, il cotise pour la personne qui est plus âgée, la personne qui est en bonne santé cotise pour celui qui est malade ou celui qui présente un handicap. C'est ça notre modèle de société et c'est celui-là que nous devons défendre et ce n'est pas ces multinationales, encore une fois, qui doivent venir nous dicter leurs lois. S'ils veulent venir à Bruxelles ou en Belgique et travailler, ils doivent travailler selon les règles et pas inventer leurs règles et leurs lois et essayer de les faire passer de force dans les parlements. Je pense que ce qui a fait la force d'Uber quand Uber est arrivé, c'est l'aspect facilité, modernisation avec leurs applications. Aujourd'hui, le taxi, il faut reconnaître que le taxi n'a jamais été soutenu, n'a jamais été aidé. Ça fait 30 ans qu'on n'a jamais rien fait de collab avec le taxi. Le taxi a réussi avec ses faibles moyens. Ils n'ont pas les moyens des multinationales. Hein. Ces multinationales, ils ont des milliards. Hein. Donc, ils ont créé des applications qui existent aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, vous avez sur le marché Taxi Vert, Taxi Bleu, Victor Cab, Handicap, avec des applications qui valent celles d'Uber. Avec des applications, vous pouvez commander un taxi, vous savez à quelle heure il arrive, vous avez le nom du chauffeur, vous avez sa plaque d'immatriculation et vous avez déjà le montant de la course que vous allez payer. Voilà. Et Uber, qui facialement donne l'impression d'être moins cher, effectivement, n'est pas forcément moins cher parce qu'ils ont des prix qui sont variables. Donc, il suffit qu'il y ait des embouteillages ou un métro qui ne roule pas et leurs prix peuvent être multipliés par 2, par 3, par 5, par 10 même parfois. Donc, voilà. Donc, moi, je dis, le secteur du taxi n'est pas un secteur qui est parfait, c'est un secteur qui a besoin d'être revitalisé, d'être amélioré. Et moi, je pense que dans ce secteur, il y a une majorité de petits indépendants qui ont une licence, il y a des PME qui créent du salariat et il y a des chauffeurs salariés. Et donc, c'est un secteur qui fait beaucoup d'efforts, mais c'est un secteur qui a besoin d'aide, qui a besoin de notre soutien. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai toujours plaidé pour que la région crée une application, qu'on ait au niveau régional une application publique, hein, où tout le monde pourra venir se greffer en respectant les règles et les lois. Moi, je plaide, ça existe pour les transports publics, les transports en commun avec le MAS. Moi, je pense qu'il faut une application particulière, où tout le monde peut se connecter, où toutes les plateformes qui existent actuellement, les centraux téléphoniques, peuvent se connecter, proposer leurs services avec une application publique. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir des plateformes multinationales qui viennent imposer leurs règles et qui viennent contourner les droits des travailleurs et les droits du travail. Une adresse ou un téléphone, il faut s'adresser aux entrepreneurs du secteur du taxi, puisqu'ils ont fait une annonce pour expliquer qu'ils avaient des emplois. Je pense que du côté de Victor Cab, il y en a 300, et pour le reste des exploitants, il y en a 300 autres. Donc, ça fait 600 au total. Mais la personne pose une excellente question, puisque c'est justement pour ça que je demande que le ministre de l'Emploi de ce gouvernement se mobilise, et prenne ses responsabilités et mette en place une cellule d'accompagnement avec Actiris, Bruxelles Mobilité, Bruxelles Formation. Pourquoi? Pour permettre aux gens qui sont concernés de pouvoir passer rapidement la formation et le certificat de capacité pour pouvoir conduire des personnes, pour pouvoir essayer de décrocher un de ces emplois CDI. Donc, moi, je trouve que c'est une excellente question et je l'appuie de tout mauvais. Et je demande en tout cas au ministre défi de ce gouvernement de l'emploi de se charger de ce dossier. Il n'est pas normal que quand une entreprise annonce une fermeture quelque part et qu'il y a des possibilités d'emploi à Bruxelles, qu'il n'y ait pas un ministre de l'Emploi qui se mobilise. Moi, je serais ministre de l'Emploi, moi, je prends mon téléphone, je convoque les gens, je vérifie la réalité des faits, combien d'emplois sont disponibles, et je mets en place un dispositif qui va faire en sorte que les gens ne vont pas devoir traîner en longueur toute leur démarche. Il faut faciliter la vie aux gens. C'est ça que je demande aujourd'hui. Et je pense que dans ce gouvernement, on a un ministre de l'Emploi, il doit être utile à ça. Je crois que c'est simple. Je veux dire, ici, il y a au niveau politique, il y a des gens qui prétendent défendre le bien-être animal et qui tout d'un coup maintenant veulent interdire l'abattage rituel qui est pratiqué par les musulmans et par les juifs d'ailleurs. Je le rappelle, c'est important. Moi,
j'aime pas beaucoup ce débat parce que c'est un débat qui a tendance à opposer les gens qui ont une croyance avec le bien-être animal, alors que, vous savez, moi, je suis aussi confession musulmane. Le bien-être animal est inscrit également dans l'ADN et dans les gènes de tout musulman. Et donc, certains n'ont pas le monopole du bien-être animal. Il y a des règles quand on procède au sacrifice d'une bête. Et moi, je trouve personnellement que la liberté religieuse est importante et fondamentale. C'est un des principes de notre démocratie et on doit pouvoir la préserver, la maintenir. Et ça me dérange un petit peu cette impression que certains ont de se focaliser sur les pratiques religieuses de certains, des musulmans en l'occurrence, et pas d'autres. Moi, je suis désolé, je n'entends pas autant parler du gavage des oies. On arrive bientôt aux fêtes de fin d'année avec le foie gras. Je veux dire, voilà, moi, je pense il y a vraiment un problème dans ce débat. C'est un débat qui clive, qui peut cliver la société, et alors que ça ne devrait pas. Donc ça, c'est le point de vue liberté religieuse. Moi, je pense que c'est important, ça a toujours existé. Il faut permettre aux gens de pouvoir pratiquer leur rite. Pour le reste, pour moi, on peut améliorer toute la chaîne du bien-être animal, mais de la naissance à l'élevage et avant d'aller à l'abattoir. Je rappelle aussi que quand on parle de l'abattage rituel, on parle d'une infime partie des bêtes qui sont abattues, mais je veux dire, il y a tout le reste des bêtes qui sont abattues toute l'année. Donc tout d'un coup, on parle des musulmans au moment où c'est la fête du sacrifice, notamment, alors que pendant toute l'année, il y a des tonnes et des tonnes de bêtes qui sont tuées, sacrifiées, parfois dans des conditions horribles. Alors moi, je veux bien qu'on ait un débat sur la viande et sur le fait qu'on doit peut-être manger moins de viande, c'est meilleur pour la santé. Qu'on ait ce débat-là, honnêtement et sincèrement, mais pas au départ d'une critique à l'égard d'une religion. Et puis moi, ça me fait un petit peu rire qu'on parle un peu du bien-être animal quand il s'agit des musulmans, mais par contre, on ne s'inquiète pas de savoir combien de poussins on a écrabouillé quand on va consommer un burger. Bon, je ne vais pas dire le nom de la chaîne de fast-food, mais dans un fast-food, on prend un burger au poulet, on ne se pose pas la question de savoir combien de poussins ont été écrabouillés vivants pour avoir un burger pareil. Donc, moi, je pense qu'on est dans un débat qui est clivant. On est dans un débat que certains ont amené, d'ailleurs, voilà, les partenaires défis veulent l'amener au Parlement, mais il n'y a pas d'accord du gouvernement. Il n'y a jamais eu d'accord de gouvernement pour interdire l'abattage rituel. Voilà. Mais, encore une fois, ça n'empêche pas qu'on peut travailler sur le bien-être animal, on peut travailler sur comment améliorer les méthodes d'encadrement, je dirais, du bien-être lié aux animaux, etc. À toutes les bêtes, je dis bien, mais certains n'ont pas le monopole du bien-être animal. Vous savez, je ne sais pas si je peux le dire, mais moi j'ai un chat à la maison. Je dis, on organise nos vacances en fonction de qui va s'occuper, qui va garder le chat, parce que moi, chez nous dans ma famille, il est hors de question qu'on se débarrasse du chat ou qu'on le déplace trop souvent. Donc je veux dire, je sais pas si ça aussi c'est du bien-être animal. C'est le fait que le chat, même quand on est parti en vacances une semaine ou deux, on a envie qu'il garde ses repères, garde ses habitudes. Eh bien, c'est tout un débat dans ma famille sur qui va garder le chat, qui va venir le voir, qui va venir le nourrir, etc., qui va venir le caresser. Donc, ce qui me dérange encore une fois dans ce débat, c'est qu'on essaie de faire croire que les musulmans ne sont pas sensibles au bien-être animal, alors que c'est tout le contraire. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut pouvoir avoir des débats sereins, en toute sérénité, avec les experts, et pas seulement avec ceux qui nous arrangent, avec tous les experts, et surtout qu'on respecte les communautés religieuses. Je veux dire, la Belgique, c'est un État neutre, un État qui doit permettre à chacun de pouvoir vivre avec ses spécificités, mais en respectant un socle commun de valeurs. Il est clair qu'on a un socle commun de valeurs, il faut le respecter, mais pour le reste, je pense que je ne vois pas où est le problème si quelqu'un veut manger halal, kasher, végétarien, vegan, quelqu'un veut manger du porc. Je veux dire, chacun doit être libre de pouvoir consommer comme il a envie de consommer. Voilà. Pour le reste, qu'on ait alors un vrai débat sérieux sur la chaîne d'alimentation, la chaîne d'élevage, la chaîne d'abattage, parce que là, je ne suis pas toujours convaincu que le bien-être animal est là. Quand je vois comment on traite parfois certaines bêtes qui sont conduites à l'abattoir, quand je vois comment on traite certaines bêtes dans certains champs, dans certaines exploitations, on est loin du bien-être animal. Donc, pour moi, la priorité, elle est surtout là. Donc, pour moi, le bien-être animal, c'est à la naissance déjà. C'est ce qu'on donne comme alimentation à la bête. C'est la façon dont on la tranquillise, dont elle peut grandir et vivre dans le calme, dans un esprit, dans un environnement paisible. C'est tout ça le bien-être animal. Comment on transporte les bêtes également. C'est ça aussi le bien-être animal.
Donc je pense qu'aujourd'hui, on fait fausse route parce qu'on se focalise sur des rites religieux qui sont très anciens et je ne vois pas pourquoi on devrait revenir aujourd'hui. En tout cas, ce qui me concerne, il est hors de question d'interdire l'abattage rituel religieux. Pour moi, je me battrais de la même façon pour que des gens puissent manger vegan, pour que des gens puissent manger du porc, pour que des gens puissent manger végétarien et pour que des gens puissent manger kasher ou halal, tout simplement. Phénoménal à Bruxelles. Que pensez-vous de ça pour l'économie locale bruxelloise? C'est une excellente question. Bah, on sait qu'à Bruxelles, on a quand même, je pense qu'on doit avoir entre 6 et 700 boucheries, la plupart d'excellentes boucheries. Je pense qu'il y a des gens qui, même les gens qui ne consomment pas forcément halal, vont consommer de la viande dans les boucheries. Alors, ces polémiques ont comme conséquence, c'est que finalement, les gens, il y a un marché, il y a des gens qui sont demandeurs de ce type de viande. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, les gens vont aller chercher la viande ailleurs. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Les gens vont aller chercher la viande en France, en Angleterre, pardon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le transport en avion ou en camion, la pollution, alors qu'on parle du climat, on parle de préserver le climat. Donc nous, ici, on veut obliger des gens à aller consommer de la viande qui vient de beaucoup plus loin. Alors que moi, ce qui est important, c'est la consommation locale, proche de nous, dans des élevages tout près de Bruxelles. Voilà, on a la Wallonie, on a la Flandre. Je veux dire, c'est un marché qui pèse des millions et des millions, des centaines de millions en Wallonie. Et je trouve que c'est une erreur, ce serait une erreur économique importante, parce qu'il y a un marché qui existe, qui sera toujours là, puisqu'il y a des gens qui sont demandeurs. Et finalement, ce qu'on va faire, ben on va provoquer des faillites ici, et des gens vont aller se servir ailleurs. Encore une fois, c'est peut-être même des multinationales qui vont venir se frotter les mains, ou des sociétés qui ont d'autres sièges dans d'autres pays. Pour moi, ce n'est pas logique, ça ne va pas. Donc ça n'a aucune logique, je veux dire, économique, ça n'a aucune logique politique, ça n'a aucune logique morale. Et au niveau du respect de l'autre et du respect de la différence, ça n'a aucune logique également. Si on veut construire un vivre ensemble, il faut permettre à chacun de pouvoir exister. Mais si on accumule ce type de débat, ce sont en plus des débats qui sont vexatoires. Moi, je discute avec des musulmans qui me disent chaque fois qu'ils en ont marre d'être pointés du doigt à chaque fois. Donc, dès qu'il y a des soucis, dès qu'il y a un problème, c'est toujours les musulmans qu'on pointe. Tantôt pour l'abattage, tantôt pour le voile, tantôt pour ceci. Les gens en ont marre. Les musulmans, ils sont musulmans, mais ils sont avant tout des citoyens à part entière. Ils travaillent, ils cotisent, ils participent à l'essor économique, démographique de la population à Bruxelles, de notre région, du pays. Et je pense qu'ils en ont marre. Et je pense qu'il faut arrêter avec ces débats qui clivent. Alors, je sais qu'on est parfois influencé par ce qui se passe en France. Bon, heureusement, on n'est pas la France, mais ce qui se passe en France est affolant. Et si on n'y prend pas garde, c'est ça qui va arriver ici en Belgique. Si on continue à cliver les gens et à provoquer des débats de ce type-là, je pense que ce n'est pas le rôle du politique.